et bienvenue sur Green TV International, ravi de vous retrouver pour la rétrospective environnementale. Au Togo, l'installation de la mousson dans la région maritime affecte l'environnement. L'Agence nationale de la météorologie propose des solutions pour atténuer les effets négatifs de ces changements climatiques. En Algérie, le groupe Sonatrach dévoile un nouveau plan climatique. Celui-ci reflète l'engagement ferme du pays à réduire les impacts de l'industrie pétrolière et gazière sur le climat. Enfin, les océans africains sont menacés par la pollution plastique. Des entreprises et organisations de protection de la nature sont prêtes à agir. L'arrivée de la mousson dans la région maritime impacte négativement l'environnement et l'agriculture. La chef division veille et prévision de l'Agence nationale de la météorologie, Abla Agboto, alerte sur les conséquences de ce phénomène climatique. Le point avec Irène Papadia. L'installation précoce de la mousson au cours de cette année a joué un rôle crucial en atténuant les risques d'inondation dans la région maritime. Cependant, cette situation n'est pas sans inconvénient pour les producteurs agricoles. Les populations togolaises en particulier, celles vivant dans les zones à risque, doivent rester vigilantes face aux potentielles inondations pour les mois prochains. Des pluies modérées successives sur 2 à 3 jours pourraient causer des inondations significatives. L'arrivée précoce de la mousson apporte avec elle des risques environnementaux spécifiques tels que la fraîcheur nocturne et matinale qui entraînent des maladies respiratoires. Cependant, cette fraîcheur présente également des avantages pour la nutrition des poissons en mer, favorisant la croissance des planctons. En mettant en lumière les impacts variés de la mousson sur l'écosystème marin et terrestre, la chef division veille et prévision météorologique de l'Agence nationale de la météorologie ANAMET, Abla Agboto, a déclaré qu'il est essentiel de comprendre les deux côtés de ce phénomène. Pour atténuer les effets négatifs de ces changements climatiques sur l'environnement et les communautés locales, plusieurs mesures telles que le reboisement et la régénération des écosystèmes doivent être mises en œuvre. Ces actions sont cruciales pour renforcer la résilience des communautés face aux aléas climatiques. Une formation de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement du Togo, Togo, a réuni une quinzaine de représentants d'organisations de la société civile les 15 et 18 juillet dernier à Lomé. Les acteurs ont été outillés sur des connaissances dans le domaine climatique et la lutte contre la corruption verte. Léon Sabon. La rencontre financée par Waverly Street Foundation et Transparency International s'est tenue du 18 au 9 juillet dernier à Lomé. Elle a offert aux participants l'occasion d'échanger sur les instruments de lutte contre la criminalité environnementale et le changement climatique. L'accent a été mis sur le lien entre la corruption verte, le blanchiment de capitaux, le financement de crimes organisés, les impacts et la lutte contre la criminalité environnementale, la protection des ressources et des lanceurs d'alerte. La corruption verte embrasse d'autres formes de criminalité parce qu'aujourd'hui, les espèces protégées sont celles qui génèrent beaucoup plus de bénéfices aux criminels et l'argent gagné est dissimulé dans des activités illicites, ce qui conduit au blanchiment de capitaux. À un moment donné, les criminels environnementaux s'adonnent également au trafic des armes. Pour lutter contre cette criminalité, il faut remonter à la source qui est la corruption verte. En menant ce combat, nous luttons contre le blanchiment de capitaux et toute forme de criminalité générée par la corruption verte, a indiqué Afissi Afambi, juriste environnementaliste à Togo. Pour Togo, la sensibilisation et la mise à disposition des informations pour les acteurs impliqués s'avèrent être importants dans cette lutte. Aujourd'hui, nous avons commencé le renforcement des capacités des organisations de la société civile sur les instruments aussi bien nationaux, régionaux qu'internationaux qui encadrent les activités liées à la faune, à la lutte contre la corruption verte et le changement climatique. C'est une urgence de l'heure, puisque ces notions nécessitent les moyens et les instruments adéquats pour cette lutte, a précisé Madame Priscilla Dodi, directrice exécutive de l'ONS Togo.
Il faut noter que cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet piloté par Lance Togo qui a déjà permis de sensibiliser les professionnels des médias sur les techniques d'investigation autour de la même thématique. Le projet se poursuivra à l'intérieur du pays pour toucher directement les communautés à la base. Lance Togo assure la coordination du Hub Afrique de l'Ouest de Transparency International. Elle œuvre dans la promotion de la transparence, l'intégrité, la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le flux financier illicite. L'Association togolaise pour le bien-être de la population et le Centre pour la justice environnementale ont initié un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des communautés de la commune Vautrois à Kossidame. Les participants ont été sensibilisés et éduqués sur les bonnes pratiques de protection de l'environnement. Les détails avec Irène Papadina. L'initiative lancée suite aux recommandations de l'Association togolaise pour le bien-être de la population ATBEP lors d'un précédent atelier en mai 2023 a rassemblé les membres des communautés locales pour les informer sur divers aspects de la protection environnementale. Les sessions ont abordé en détail les mesures essentielles pour préserver l'équilibre écologique ainsi que les lois et régulations pertinentes à appliquer. Durant l'atelier, la présentation s'est articulée en 3 parties distinctes. La première partie a permis aux participants de comprendre la complexité de l'environnement, soulignant l'importance de l'implication humaine dans chaque action environnementale. Ensuite, l'accent a été mis sur l'engagement communautaire, encourageant chaque membre à jouer un rôle actif dans la protection de leur environnement local. Des stratégies telles que la sensibilisation et le renforcement des capacités ont été discutées pour renforcer cette participation active. La troisième partie de la formation a exploré les cadres juridiques locaux et internationaux pertinents, y compris la loi togolaise sur l'environnement et des instruments comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que des conventions internationales sur la biodiversité et le changement climatique. Selon Kessina Wenegu, président de l'ATBEP, il est crucial d'éduquer les communautés pour qu'elles ne cèdent pas leurs terres à l'exploitation du sable. Ainsi, le Centre pour la justice environnementale accordera son soutien pour mettre fin à ces trafics illicites. En intégrant des éléments essentiels, l'atelier a non seulement éduqué, mais aussi inspiré les participants à devenir des agents de changement dans la protection de leur environnement local, consolidant ainsi les efforts pour un avenir durable et équilibré à Vaughan et au-delà. Le Fonds vert pour le climat soutient les communautés vulnérables face à la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Un financement de 151 millions de dollars a été octroyé à 5 pays de cette sous-région. Francesca Disso. Le projet Brifol, renforcement de la résilience climatique pour l'alimentation et les moyens de subsistance dans la Corne de l'Afrique, financé à hauteur de 151 millions de dollars, vise à renforcer la résilience climatique dans la Corne de l'Afrique. Il améliorera la productivité agricole et la gestion des terres dans des pays comme le Soudan du Sud, le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie et Djibouti, tous gravement touchés par la sécheresse. Ce financement par la Banque africaine de développement BAD soutiendra la construction d'infrastructures pour la collecte de l'eau, le développement agro-pastoral et l'accès à des technologies innovantes. Le projet inclut également le soutien aux énergies renouvelables, aux coopératives et petites et moyennes entreprises PME agroalimentaires et l'accès à des instruments financiers et à des services d'alerte climatique. En 2023, plus de 43 millions de personnes en Éthiopie, au Kenya et en Somalie ont eu besoin d'aide humanitaire. Les effets de la sécheresse de 2020-2023 continueront de se faire sentir pendant des années. Continent riche en ressources naturelles et en potentiel humain, l'Afrique est confrontée au déficit en électricité. Cette insuffisance énergétique affecte son développement socio-économique. Des alternatives pour améliorer le secteur énergétique du continent africain sont nécessaires. Le point avec Irène Papadina.
L'Afrique, un continent riche en ressources naturelles et en potentiel humain, est confrontée au déficit en électricité, un défi majeur qui freine son développement. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié en 2023, 567 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'avaient pas accès à l'électricité en 2021. Cette insuffisance énergétique affecte profondément les secteurs cruciaux pour le développement socio-économique du continent. D'après Arnold Ekpe, président du Business Council for Africa, améliorer l'accès à l'électricité pourrait tripler la croissance économique du continent. L'Afrique est dotée de ressources énergétiques vastes et diversifiées, allant de l'hydroélectricité à l'énergie solaire, en passant par l'éolien, le gaz naturel et la géothermie. Cependant, la capacité de production actuelle d'électricité sur le continent est limitée à moins de 80 000 MW, montrant un grand écart entre le potentiel disponible et l'offre réelle. Il est essentiel que les dirigeants africains mettent en place des stratégies pour améliorer l'accès à l'électricité pour la population. Le groupe Sonatrach a lancé à Alger une nouvelle stratégie dédiée au climat. Celle-ci met en œuvre des initiatives concrètes en vue de lutter contre le changement climatique et de promouvoir les énergies renouvelables. Suivant. Le groupe Sonatrach, une entreprise pétrolière et gazière algérienne, a lancé lundi dernier sa nouvelle stratégie climatique à Alger. Cette nouvelle stratégie a été signée au siège de la direction générale du groupe par son président-directeur général, M. Rachid Achichi, en présence du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et celui de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fazia Dakhleb. Elle prévoit une série de mesures et de projets dont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation du niveau d'intégration des énergies renouvelables ainsi que le développement des solutions de séquestration naturelle et technologique du carbone. La stratégie de Sonatrach s'appuie sur l'investissement, le renforcement des capacités, le transfert des technologies et la réduction du torchage de gaz et des émissions du méthane ainsi que l'intégration progressive de diverses énergies renouvelables dans le mix énergétique et le développement de nouvelles filières telles que les carburants à faible teneur en carbone et hydrogène vert. Elle vise également à améliorer l'efficacité énergétique des installations, à développer des réservoirs naturels de captage du carbone grâce à un ambitieux programme de boisement. Selon les explications présentées à cette occasion, le groupe Sonatrach tend à travers la nouvelle stratégie climat à absorber les gaz à effet de serre et les éliminer complètement à travers les puits de carbone. Il œuvrera à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation dans les domaines concernés en concluant nombre de partenariats stratégiques parallèlement à l'instauration d'une gouvernance climatique. Avec l'ensemble des processus, des politiques et des pratiques nécessaires, l'entreprise va gérer l'impact de ses activités sur le climat et minimiser ses risques sur l'environnement. En vertu de cette nouvelle stratégie, Sonatrach fera recours à l'Agence spatiale algérienne pour estimer le volume du gaz brûlé. La stratégie comprend pratiquement une série de solutions pour récupérer les gaz brûlés dans les unités d'exploitation, s'ajoutant aux 19 projets qui ont été lancés successivement depuis 2020, permettant ainsi la réduction de gaz à effet de serre de 785 000 tonnes équivalent CO2 par an. En outre, dans le cadre du projet de Sonatrach relatif à la plantation de plus de 400 millions d'arbres dont le coût est estimé à $1 milliard américains, un autre projet pilote sera lancé pour planter 10 millions d'arbres sur une superficie de 13 000 hectares en 2 ans, dans l'objectif d'acquérir l'expérience nécessaire afin de réussir ce projet. Dans le reste de l'actualité, le sommet africain numérique se tient le 8 octobre prochain à Casablanca, au Maroc. Au moins 2800 participants venus de 47 pays sont attendus à cette 6e édition. C'est un événement organisé par le groupement des annonceurs du Maroc. Alessandra Adekambi nous en dit plus.
Le sommet africain sur le numérique ADS est de retour les 8 et 9 octobre 2024 au Maroc. Le choix du Casablanca comme ville hôte de la 6e édition n'est pas surprenant, puisqu'elle est la capitale africaine de la révolution numérique avec des startups et des infrastructures très techniques. De l'intelligence artificielle, en passant par la cybersécurité et le commerce électronique, les technologies de l'information et de communication vont hanter les 2800 participants. Ce sont entre autres des investisseurs de tous les domaines venus de 47 pays, dont 27 pays africains, mais également des professionnels du marketing, des relations publiques et des médias. Ils navigueront entre networking, apprentissage et partage d'expériences sur les avancées du numérique dans les secteurs du développement durable. L'enjeu du numérique à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Afrique ne fait plus aucun doute. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, les solutions numériques permettent d'optimiser l'irrigation à l'aide de capteurs et de vulgariser les données météorologiques auprès des agriculteurs. Ces derniers ont d'ailleurs de plus en plus d'applications mobiles dédiées à la vente en ligne de leurs récoltes. Bien que certains persistent à considérer ce fidèle compagnon comme utile et irremplaçable, le papier hygiénique est extrêmement polluant et non respectueux de l'environnement. Avec la prise de conscience générale, faut-il donc l'abandonner ou le remplacer pour des raisons écologiques? La réponse à cette question dans ce élément. Il est indéniable que l'impact négatif du papier toilette sur l'environnement est significatif et cela ne date certainement pas d'hier. De l'exploitation de la matière première à la consommation, en passant par la production et le transport, chaque étape du papier hygiénique semble avoir un impact désastreux sur la nature. En effet, la fabrication du papier toilette nécessite l'abattage d'un nombre astronomique d'arbres chaque année. Des opérations de déforestation à grande échelle sont menées afin d'obtenir la matière première nécessaire à la fabrication de ces rouleaux. En plus des terres et des forêts sacrifiées, le processus de fabrication demande une exploitation excessive des ressources hydriques. Les industries du papier sont bien connues pour être parmi les grandes consommatrices d'eau. Par ailleurs, les traitements que la matière première subit lors de sa transformation en papier génèrent des quantités considérables de produits chimiques extrêmement polluants et dévastateurs, à moins d'installer des stations de traitement à l'intérieur même des usines. Si l'on prend en compte les gaz à effet de serre émis lors du transport et la distribution de ces rouleaux emblématiques, alors le tableau serait complet. On peut donc comprendre que le papier hygiénique, loin d'être un simple allié de nos salles de bain, est en réalité un véritable ennemi de l'écologie et de la planète. Il est donc important de réfléchir à 2 fois avant de l'utiliser ou d'en acheter. Par quoi et comment remplacer le papier toilette? Cette question suscite de vifs débats depuis un certain temps déjà. Le remplacement du papier toilette n'est plus simplement un choix personnel, mais plutôt une nécessité si l'on veut contribuer à réduire ce carnage écologique. Pour faire face à ce défi environnemental et social, plusieurs solutions ont émergé comme des alternatives assez intéressantes, marquant ainsi le début d'une révolution en matière d'hygiène. La première option qui se présente dans ce cas est la plus simple et la plus économique de toutes. Il s'agit de se nettoyer en utilisant de l'eau et du savon. La majorité des cultures à travers le monde ont opté pour ce moyen hygiénique traditionnel depuis des siècles, une méthode beaucoup plus respectueuse de la nature qui ne cause ni n'engendre aucun méfait. Un grand nombre d'approches modernes semblent émerger pour répondre aux besoins de la situation. Avec le changement des habitudes de consommation qui s'imposent, on observe l'émergence de solutions technologiques telles que le WC lavant, inspiré des modèles japonais qui rencontrent un grand succès de nos jours en Occident. Une autre méthode qui semble avoir un impact est l'utilisation de lingettes en coton réutilisables au lieu de papier, un concept novateur mais tout aussi efficace. Enfin, on peut mentionner le retour inattendu du bidet, mais cette fois dans une version compacte et plus moderne, une alternative plus durable qui signe la fin de l'ère du papier. La pollution plastique menace les écosystèmes marins du continent africain. Environ 8 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans. À l'égard de cette crise, plusieurs initiatives innovantes voient le jour pour lutter contre ce phénomène. Alessandra Adekami.
Halte à la pollution plastique. Le phénomène est devenu une menace majeure pour les écosystèmes marins, affectant les mers et les océans qui bordent le continent africain. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, environ 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans chaque année et une grande partie de cette pollution atteint les côtes africaines. Les conséquences sont désastreuses, à savoir l'injection du plastique par la faune marine, la destruction des habitats naturels et la contamination de la chaîne alimentaire. En Afrique de l'Ouest, par exemple, les plages du Ghana et du Nigeria sont envahies par des débris plastiques. Des études menées par l'Université du Cap en Afrique du Sud montrent que 90% des oiseaux marins autopsiés après leur mort avaient des fragments de plastique dans leur estomac. De plus, les récifs coralliens qui sont essentiels à la biodiversité marine et à la pêche locale sont également menacés par cette pollution. Les déchets plastiques favorisent la prolifération d'algues nuisibles, perturbant ainsi l'équilibre écologique des récifs. Face à cette crise, plusieurs initiatives locales et régionales voient le jour pour lutter contre la pollution plastique. En Afrique du Sud, l'opération Clean Sweep vise à empêcher les granulés plastiques industriels de pénétrer dans l'environnement marin. Dans un contexte mondial où plus de 230 000 tonnes de granulés sont déversés dans le milieu marin chaque année, cette initiative volontaire de l'industrie du plastique a déjà permis de réduire significativement les fuites de granulés grâce à l'engagement de diverses organisations et entreprises du secteur des plastiques. Les avancées technologiques jouent un rôle crucial dans la lutte contre la pollution plastique dans les milieux marins d'Afrique. L'utilisation de drones pour la surveillance des plages et les côtes permet de détecter et de cartographier les zones les plus touchées par les déchets plastiques. Au Nigeria, la start-up Recyclers utilise les applications mobiles pour encourager le recyclage en récompensant les utilisateurs avec des points échangeables contre des biens de consommation. L'Union européenne interdit la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035 au profit de voitures 100% électriques. Cette décision historique n'est pas du goût des grands constructeurs automobiles. Les explications de Vivas Amana. Les véhicules thermiques neufs pourraient être interdits de vente sur le continent européen à partir de 2035. L'entrée en vigueur de cette interdiction va favoriser la commercialisation et l'utilisation des véhicules électriques. Ces derniers ne représentent que 15% des ventes chez ce concessionnaire à Lyon, en France. On va voir la vente de nos véhicules neufs diminuer, qui va en partie être compensée par la vente des véhicules d'occasion, mais la vente des véhicules d'occasion sera essentiellement des véhicules thermiques, donc ça ne va pas forcément dans le bon sens. Certaines personnes sont prêtes à entrer dans le monde des véhicules électriques si ceux-ci sont vendus à un prix abordable. Je pense que c'est bien, mais le problème, c'est l'accessibilité de l'achat du produit à monsieur et madame tout le monde, quoi. Quand va arriver les grandes vacances, que tout le monde va avoir des électriques sur les stations d'autoroute, comment ça va se passer? Quand on habite en immeuble comme moi, c'est bien beau, mais on ne peut pas recharger à la maison, à moins d'avoir des fils électriques qui pendent de toutes les maisons. Donc je vois pas comment on va faire. C'est le cas du patron de la marque française Renault qui réclame plus de souplesse dans le calendrier d'application de la nouvelle loi. L'Union européenne veut promouvoir les véhicules électriques car ils sont plus respectueux de l'environnement. Actuellement, les véhicules électriques en circulation sur le vieux continent représentent moins de 20%. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre fidélité à l'antenne de Green TV International. Au revoir.